Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Kamal, épisode 2. Coucou. Coucou. Ça va ? Ça va. Il est un peu haut ton micro en fait. Non, mais c'est pas toi qui bouge, tu peux le baisser un peu. Non, regarde, je te montre, tu le baisses un peu comme ça. Ouais, voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Kamal, partie 2. On terminait la partie 1 sur je vais pas passer ma vie frustrée. C'est la revanche, parce que j'ai passé mon adolescence à pas pouvoir baiser, à m'interdire, à pas pouvoir vivre mes désirs. Ça y est, j'en ai. T'as quel âge ? 32 ans. Enfin, ça y est, j'en ai. Non. Je me sens dans un moment où j'ai envie, à 32 ans, de les vivre. Je suis en couple depuis... Je parle à ta place. Hein. Je suis en couple depuis 9 ans. Et donc, j'ai envie d'un couple ouvert. Et dans les barrières... Enfin, dans les barrières, c'est pas joliment dit. Bah, du coup, je secoue mon couple monogame. Et donc, on est en train de retrouver un équilibre, tu disais, autour de ça. Ton copain est pas... Vous n'êtes pas totalement alignés sur quel couple ouvert, comment, pourquoi. À la partie 1 de ton témoignage et dans notre pré-entretien, toi, tout de suite, tu as dit j'ai subi des viols, des abus enfants, et il y a un lien direct avec ce déclic du couple ouvert, ou en tout cas de mes impossibilités à faire couple ouvert et à faire sexe. Bah, je vois aussi les racines là-dedans. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Ouais, c'est... Ouais, il y a eu 2 viols. J'ai subi 2 viols. Je sais pas exactement quand, mais en tout cas, j'étais au primaire. Et le lien que je vois le plus, c'est... Enfin, les 2 viols ont eu, j'ai l'impression, des impacts assez différents des impacts aujourd'hui, que je vis aujourd'hui. Je vais commencer peut-être par le deuxième, parce qu'il est un peu plus clair. Je me souviens un peu plus de choses. C'était un garçon qui était un peu plus âgé que moi. Je sais pas exactement, mais devait être ado. Et ce mec-là m'a amené doucement dans une chambre. En fait, on était en gros, je crois que c'était un anniversaire, un truc comme ça. On était dans une maison que je connaissais en fait. Et il y avait ce mec que je connaissais pas, qui m'a amené dans une chambre où il y avait une console. J'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a dit, mais j'imagine qu'il a dû dire on va aller jouer, j'en sais rien. Et j'avais dû le sucer, un truc comme ça. Tu avais dû dans le sens il t'a forcé à, ou j'avais dû dans le sens c'est arrivé? Comme j'ai pas de souvenir très clair, j'ai l'impression que déjà comme il y a eu un premier viol, je savais ce que c'était que je savais ce que c'était que le sexe, quoi, en tout cas à ce moment-là. Tu as quel âge à ce moment-là, à la louche? Je pense que j'avais 8 ans. Ouais. Et la mémoire traumatique, c'est connu, ça s'efface. Pour survivre, on efface des éléments. Enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui comprennent pas comment on peut ne pas se souvenir. Et donc j'ai un souvenir assez en mode tiens, passe-moi le sel. C'est terminé, quoi. Enfin, comme si c'était que ça n'avait aucune incidence sur aujourd'hui, en fait. Tu vois, enfin, en tout cas, au départ, quand j'ai raconté la première fois que j'avais été violé, j'ai l'impression que c'était un truc absolument anodin. Comme s'il m'avait emmené pour jouer, je l'ai sucé, et puis terminé, et puis voilà, il y a absolument aucun impact. Et en fait, au fur et à mesure de la thérapie, j'ai compris l'impact que ça avait eu. C'était assez douloureux parce que donc, ça s'est passé dans cette chambre. Deuxième scène, on est autour de la piscine. Ce mec est dans la piscine, il me regarde pas. Je sais pas qui c'est. Je ne peux pas rentrer en contact avec lui. Et là, il est l'heure de partir. Ma mère m'accompagne, rentre à la maison. Et plus de nouvelles de ce mec. Et pour moi, c'est vraiment cette rupture de contact, cette absence de parole. En plus, je me souviens pas de ce qu'on a dit, donc
cette absence de parole, c'est vraiment ce qui retentit. Et du coup, c'est en tout cas comme ça que j'explique pourquoi ça me provoque autant d'instabilité. Quand il se passe un truc avec un mec, et après j'ai plus de nouvelles, ou je sais pas si j'ai vraiment plu au mec ou pas, il se rejoue ça, il se rejoue un truc. C'est ce qui se rejoue, en tout cas, ce truc de je cherche le regard du mec, j'essaie de rentrer en contact avec lui, j'essaie de lui parler, et c'est pas possible en fait. Parce que notamment ma mère me raccompagne à la maison, c'est la fin de la fête, donc voilà, ou même pas, c'est même pas la fin de la fête, et du coup j'avais l'impression limite qu'on m'avait retiré d'un endroit où j'avais souhaité rester en fait. Parce que toi, t'aurais eu envie de lui dire quoi? Enfin, il te regardait pas, il t'invisibilisait. En fait, c'est comme s'il te tuait. Il te déshumanise, il s'est servi de toi et après t'existes plus. C'est ça la violence? Ouais, et de savoir pourquoi. Pourquoi il a voulu que je le suce. Et aujourd'hui, l'écho le retentissement que ça a aujourd'hui, c'est est-ce que je lui ai vraiment plu? Est-ce que je lui plais? Est-ce que je lui ai plu? Et en plus, c'est hyper bizarre parce qu'on parle de moi qui ai 8 ans, donc en fait, c'est hyper bizarre pour moi de repenser cet événement, puis j'essaie un peu de recoller les morceaux, d'essayer de décrypter ou de comprendre pourquoi ça s'est passé. Comme si, en fait, on était deux adultes à ce moment-là, mais en fait, on n'était pas du tout deux adultes, quoi. Et... Quand tu décrivais comment ça s'est passé, je veux être sûr d'avoir bien compris. En gros, toi, tu dis, sur le moment, tu ne te souviens pas d'actes de violence ou d'une détresse. En tout cas, si elle a existé, tu l'as effacée. Mais c'est ça, dans ce qui s'est passé dans la chambre, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. C'est ça. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de marque distinctive de coups qui permettrait à ta mémoire de restituer. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de violence et parfois je minimisais en disant c'était des viols, mais ça va, c'était doux. C'était, tu vois. Parce que tu m'as dit dans le pré-entretien que vers 22 ans, tu dis à un de tes copains ou à un mec, tu lui dis quoi? Je lui dis... J'ai un secret, je crois. Ouais, j'ai un secret. Il faut que je te dise que j'étais violée. Et tout de suite après, tu réduis en disant mais c'était doux. Pourquoi, tu te souviens à ce moment-là, quand tu commences à mettre des mots, pourquoi tu avais envie de partager ça avec ce copain? Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'était un peu inconscient. Là, à ce moment-là, ça commençait un peu à réémerger. Et du coup, pour réémerger, j'ai dit ça de manière la plus... de manière à ce que ça me provoque le moins de violence possible aussi, tu vois. Dire, bon, j'ai été violée. Et moi, à ce moment-là, je me souviens très bien de la sensation que j'avais de ce souvenir. C'était vraiment un événement fondateur, mais pas violent, en fait. Enfin, je savais que c'était un truc important, mais j'étais incapable de mettre une espèce de relief, tu vois, savoir si ça m'a provoqué des impacts. Est-ce que c'est vraiment un viol aussi? Est-ce que c'est de la violence, en fait? Comme il n'y a pas de violence physique. Pourquoi ce serait une violence? Parce que c'était à un moment donné, un acte sexuel très doux. D'autant plus que, à partir du moment où j'ai subi ces viols, j'ai eu je me suis surstimulé toute mon enfance et mon adolescence. Et pour moi, c'est comme si en fait il n'y avait jamais eu. Surstimulé, pardon. C'est-à-dire que j'étais tombé sur du porno, sur des cassettes, et je regardais ces cassettes à une période où je sais même pas si à cet âge on peut jouir, éjaculer. Et je les regardais comme ça. Il y avait en plus ma mère qui était dans la pièce d'à côté, donc c'était hyper risqué, tu vois. Et j'avais des petits objets que je mettais dans le cul. Et, pour moi, ça n'a pas d'autre explication que, en fait, c'est le viol qui m'a fait découvrir des sensations physiques que j'essaie de reproduire, mais sans arrêt, en fait. Tu dis tout à l'heure, mais est-ce que c'est un viol s'il n'y a pas de violence? Tu veux répondre à la question?
Ouais, bah en fait, aujourd'hui, c'est hyper bizarre parce que c'est comme si j'étais pas convaincu Ouais. de manière, comment dire, entière que un viol, ça provoque une violence psychique. Mais en revanche, j'ai la certitude, par les impacts, c'est hyper chelou, mais par les impacts qu'effectivement ça a été violent, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive pas à connecter dans mon esprit de manière hyper claire le caractère violent de ce viol que ça a eu à l'instant T, en fait, tu vois. En fait, ton cerveau exige que tu sois une bonne victime, entre guillemets, et donc qu'il y ait du sang, qu'il y ait de la violence physique, c'est-à-dire qu'ils te prennent la tête et c'est ça. Ouais. Et comme t'as pas ça à proposer, ton cerveau dit, ouais, pas sûr. Ouais. C'est ça. Mais je le vois aujourd'hui en tout cas, en thérapie, c'est hyper complexe de restituer une thérapie, mais tu dois bien connaître, mais tous les retentissements que ça a dans la manière dont je peux relationner avec les gens, même au travail. Enfin, il y a plein de sphères aussi qui sont touchées par ce viol. Même dans mes relations amicales, la relation avec mes parents, parce que c'est un secret assez lourd à porter en plus d'avoir subi des viols. Et en plus d'avoir été violé par un mec et d'être gay. En plus, après, tout se mélange, tu vois. Donc, bref, je suis un peu parti un peu loin. Non. Mais... pour moi, il y a comme une évidence, d'absence de consentement. Et en fait, après, le fait que est-ce qu'il y avait des rideaux rouges, des rideaux bleus, tu vois, après, est-ce que c'était dans un décor, il faisait beau et j'étais de bonne humeur ce jour-là, ou est-ce qu'il pleuvait et j'étais triste. En fait, pour moi, après tout ça, comment on dit, comment connexe. Ouais. Enfin, genre, m'en fous, aucun rapport, quoi. Ouais. Il me disait, oui, mais attends, Guillaume, attends, je t'explique, je porte un t-shirt bleu. Mais non, mais oui, enfin, tu peux me le dire si t'as envie, mais. Et donc, pour moi, il y a une évidence, pour moi, de l'extérieur. Il y a une évidence qu'à partir du moment où il y a une absence de consentement, et ce que tu décris. Oui, en fait, l'absence de consentement, elle est très dure à comprendre vraiment intérieurement parce que c'est dur de se mettre dans la peau, enfin dans le cerveau de moi enfant qui n'ai aucune capacité de jugement, à savoir si ce que je fais est normal ou pas, si j'ai la capacité de consentir ou pas. Et moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas consenti, mais... Ben c'est ça que je voulais, sur lequel parce que tu m'as raconté une autre expérience sexuelle avec un autre garçon où là, tu te souviens très bien l'expérience où vous vous chronométriez. Ah oui. Tu te rappelles à quel âge à peu près ça se faisait ? Je pense que c'était limite entre les deux viols, quoi. Tu vois ? Ouais. Et là, pour le coup, toi, dans ta mémoire, tu savais très bien que vous faisiez tous les deux plaisir. Ouais. Et qu'il y avait un consentement. Est-ce que tu es à l'aise de raconter ? Ouais. Du coup, après ce viol, je sais pas trop savoir à quel moment j'ai commencé à faire des jeux sexuels, mais plus loin que du touche-pipi. Je sais pas comment ça a commencé, mais en tout cas, il y a eu une stimulation mutuelle qui s'est instaurée. Bon, je veux pas dire qui c'est. Du coup, une autre personne. Une autre personne. Un garçon. Un garçon qui avait le même âge que moi. Ok. Qui n'est pas le garçon qui t'a violé. Non. Ok. Non. Et là, pour le coup, c'était extrêmement symétrique. Donc, on se suçait pendant, je sais pas, 1 minute, puis après, c'était à l'autre. Vous aviez du plaisir. Il y avait du plaisir sexuel. Et pour moi, c'est aussi un élément qui vient. Enfin, c'était pas forcément un viol, mais ça. J'ai encore aujourd'hui très honte de ce que j'ai pu faire avec ce garçon, comme si c'était moi qui avait imposé la chose à cette personne, en fait. Mm-hmm. Alors qu'en fait, on a le même âge, c'est totalement symétrique. Il n'y a pas de question de viol dans ce cas-là, en tout cas.
Le chronométrage, c'était... Ah oui, je te suce pendant 12 secondes. Ouais. Et après, c'est toi qui me suces pendant 12 secondes. Et il y a le bip bip. Donc, tu t'arrêtes et c'est à mon tour, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a fait énormément peur parce que je me suis dit, en fait, en plus d'avoir été violée, je suis fautive parce que j'impose quelqu'un sans son consentement, alors que j'ai 7 ans. Et que la question ne se me pose même pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas parler de consentement dans ce genre de situation où c'est 2 personnes du même âge qui font des choses de manière symétrique. Et en plus, cette personne-là s'est avérée être hétéro. Et c'était aussi assez douloureux pour moi parce qu'en fait, je me disais, putain, en fait, je faisais un truc avec quelqu'un, j'avais limite une acceptation par cette personne parce qu'on faisait la même chose, mais en fait, il s'avère que cette personne-là était finalement hétéro. Et donc, forcément, je lui imposais. S'il est hétéro, c'est que il n'était pas d'accord de faire ces jeux sexuels avec moi. Sauf que tout ça n'est pas lié, enfin, l'attirance sexuelle adolescent n'est pas lié à un plaisir sexuel d'enfant, en fait. C'est pas lié. La sexualité, c'est un prisme. Oui. Aujourd'hui, cette personne, elle se dit hétéro, mais peut-être qu'elle l'est pas. Peut-être aussi. Ou peut-être qu'elle est. Oui. Bon, tu vois. Mais en fait, la question là là où ça m'a beaucoup, où j'ai encore du mal à. Voilà, j'ai encore du mal à naviguer avec ce sujet-là, c'est que j'ai énormément du mal à me convaincre qu'à un moment donné, il n'y avait ni question de mon consentement, ni autre avec cette personne-là, en fait. T'as eu envie de retrouver ces gens et de les confronter? Les violeurs? Tout le monde? Parce que non, vas-y. Non, vas-y. Non, non, le seul... Bon, déjà, le deuxième, je suis incapable de savoir qui c'est. J'ai aucune manière de remonter à cette personne. J'aurais pas forcément envie de lui reparler. Le premier, je sais qui c'est, et je me suis déjà posé la question s'il fallait essayer de porter plainte, un truc comme ça. Et je me dis, ça sert à quoi bon? En plus, au Maroc, j'ai aucun espoir que ça aboutisse à quelque chose en plus. Enfin, en plus, c'est trop d'énergie pour pas grand-chose. En tout cas, je pense que je peux me sortir de cette histoire et vivre avec ce que j'ai vécu sans avoir à porter plainte au Maroc, dans un pays où... Déjà, en France, c'est compliqué. Enfin, le viol, c'est un sujet qui a émergé depuis quand même pas très longtemps. Alors, au Maroc, on est à des années-lumière, quoi. Donc, non. Et oui, la personne avec qui j'ai eu ces jeux sexuels, d'ailleurs, j'arrive même pas à définir, tu vois, c'était un jeu sexuel. J'ai parlé un moment de relation à ma psy, elle me dit non, c'est pas une relation. Enfin, on peut pas parler d'une relation sexuelle. Bref, et donc, ça fait un moment que j'ai envie de lui en parler parce que je peux le contacter, mais j'ai pas du tout le courage. J'ai peur d'être confronté à quelque chose de... Ouais. Moi, je l'ai fait. J'ai recontacté quelqu'un avec qui j'ai eu des jeux sexuels et j'avais moins de 10 ans. Et il était plus jeune que moi. Et en fait, en thérapie, je me disais, putain, mais en fait, je suis un violeur. J'ai eu du jeu sexuel, mais est-ce qu'il y avait vraiment tant de retours que ça? Parce que moi, dans ma mémoire, c'est plus... Genre, j'avais envie de jouer à touche pipi. Je me souviens peut-être de 1 ou 2 fois où, en gros, je lui ai touché la quéquette et que lui joue à la console. Et donc, du coup, je suis putain, bah ouais, il jouait à la console. Donc, il y avait à la Game Boy, il était même pas... Tu vois, genre, son esprit était ailleurs, putain, nanana. Et en fait, un jour, j'ai décidé de le contacter. Et et ce que je trouve à double tranchant, parce qu'en fait, si le mec me fait t'es la cause de tous mes problèmes, enfin, il aurait le droit, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais de là à donner 100% du jugement à une autre personne, j'ai un point de réticence, mais j'ai décidé de le faire et de savoir comment lui s'en souvenait, comment ça se passait, est-ce que voilà, lui il en pensait quoi. Et j'ai essayé, excuse-moi, j'ai rédigé un message et je me suis dit putain, j'en ai marre, j'y vais, et je lui ai envoyé et il m'a dit je n'ai aucun souvenir, il n'y a aucun problème. Tu es une très belle personne. Enfin bon, en gros, j'ai eu le mieux qu'on peut espérer,
qui est... Et il m'a dit, mais si c'est arrivé, il n'y a aucun souci, je me sens... il a un enfant, il me dit, mais mon enfant arrête pas de touche pipi, ça fait partie de l'évolution d'un enfant qui va découvrir cette partie super excitante, puis en fait ça fait du bien, donc c'est juste... Et il a vraiment eu un très beau discours, quoi. Ouais. Et à double tranchant, parce que si la personne, en fait... si la personne considère que son consentement était pas là et qu'elle s'en souvient, là, c'est important, mais qu'elle puisse s'exprimer et tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des gens qui peuvent... parce que maintenant il est hétéro, être vachement en colère, en mode mais qu'est-ce que tu racontes, c'est jamais arrivé, t'es vraiment qu'un con. Parce qu'en fait, tu viens le chercher à un endroit très intime de vulnérabilité, quoi. Ouais. Mais ok. Comment est-ce que, pour toi, tout ça, tout ce méli-mélo, comment est-ce que ça a un peu sauté pour que tu te dises allez, j'ai la trentaine, moi j'ai envie de baiser, j'aime mon amoureux, et si on faisait un couple ouvert? Comment est-ce que tes inhibitions se sont un peu levées pour que tu t'autorises à dire en fait, je suis une personne en droit de désirer et j'ai envie d'aller d'y aller? C'est marrant parce que on parle depuis tout à l'heure de couple ouvert. Tu me décris comme quelqu'un qui a envie de baiser ou quoi. Mais je suis pas. Enfin, c'est pas comme ça que je décris la manière dont j'ai envie d'aller vers les autres. C'est hyper dur comme question. Parce qu'en tout cas, c'est pas une envie franche. C'est limite parce qu'à un moment donné, il y a des mecs qui m'ont regardé, qui m'ont validé ou autre, que je me dis, ah, ça y est, je peux aller vers les autres. En tout cas, j'ai pas moins peur de me prendre des vents. Ça m'excite. Et grâce à la thérapie, en tout cas, j'ai réussi à faire sauter, je pense, les blocages que j'ai évoqués dans le premier épisode, la peur de me faire juger par mes parents, en tout cas d'avoir l'impression de sortir de la norme et donc que c'est mal. Parce que ça, t'as pas confronté les personnes, les violeurs et la personne. Est-ce que t'as confronté tes parents? Oui. J'en ai parlé à mes parents. Mais en fait, quand j'ai commencé j'étais en dépression, au tout début, ça fait partie des premières choses que j'ai dites à mes parents. Est-ce que vous vous souvenez du mec, du violeur? Parce que c'était un ami de tes parents? Non, c'était notre gardien de la maison, en fait. Parce qu'au Maroc, il y a dans pas mal de familles plutôt bourgeoises, il y a souvent des gardiens de maison. Donc il y a une chambre un peu à côté. Donc oui, ils savent très bien qui c'est. Donc je ne les ai pas vraiment confrontés. Enfin, si ma mère du coup m'a raconté l'histoire, parce que c'est pas moi qui ai dit à ma mère. Il m'a fait des attouchements. En tout cas, je l'ai pas dit de moi-même. C'est quand elle me faisait prendre mon bain. Je dis telle sensation avec l'eau sur mes fesses, ça me rappelle quand il me. Et c'est un peu genre la vérité sort de la bouche des enfants. Ok. Et c'est donc en fait, comment toi, les souvenirs sont revenus quant à ce premier viol? Pardon, j'ai pas compris. Tu avais toujours en mémoire ce premier viol. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu as dit à tes parents, vous souvenez-vous de cet homme? Là, c'est ta mère t'a restitué cette anecdote du bain où soudainement elle a fait le lien. Ouais. Ou en fait, elle l'a toujours su. Elle l'a toujours su, mais moi, j'avais pas de souvenir de cette discussion. Je me souvenais pas que ma mère m'avait dit ça. Que j'avais dit ça à ma mère et qu'elle m'avait... Elle t'a dit quoi? En fait, non, pardon, je sais pas ce que m'a dit ma mère ensuite. En fait, j'ai une image d'espèce de fracas que ma mère m'a à limite couru pour aller dans la chambre du gardien
je sais même pas si elle m'a tiré ou elle m'a porté, je sais pas, mais j'ai une espèce de fracas comme ça, un truc très, très violent où genre j'ai été protégé par la mère, quoi, une fois qu'elle a découvert le truc. Et il s'est passé quoi après? Il a été viré. Et ce qui a été très douloureux pour moi de me souvenir, c'est que mon oncle, duquel j'étais voisin, avait réembauché ce gardien. Et que j'ai revu, en fait, quelques mois plus tard. Et je me suis dit, est-ce que maintenant, mon oncle n'a pas pris la mesure de ce qui s'était passé, ou mes parents n'ont pas dit ce qui s'était passé, du coup, c'est resté tabou dans la famille. D'ailleurs, je sais même plus. Du coup, j'ai parlé du viol à une de mes tantes. Et je sais pas si elle m'avait dit si c'était su dans la famille. Tu vois, je sais même pas si c'est un peu un tabou ou si ça s'est su dans la famille. Je sais même pas dire si mon frère même est au courant. Je crois. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Alors que je crois que je lui ai même posé la question, mais c'est un choix de ta part. Enfin, c'est toi qui sélectionne les gens avec qui tu as envie de partager ça. Ou... À mes amis, je leur en parle au moment où où la question se pose. J'ai pas de honte ou de gêne ou pas à en parler. Au contraire, j'ai l'impression que c'est important de parler de ce genre de choses. Ok. Du coup, pourquoi tu parles avec mes parents, en fait, mais j'ai plus de mal à en parler avec mes parents parce que j'ai l'impression que c'est tellement douloureux pour eux ce qui s'est passé que j'ai pas envie de ressortir le dossier, quoi. Donc c'est quand même toi qui es la victime. Totalement. De tout ça. Totalement. Ouais. Mais bon, bien sûr, c'est un sujet, c'est terrible et c'est. Pourquoi tu te poses la question? Je ne sais même pas si mon frère, je lui ai dit, c'est que ta mémoire a effacé possiblement ça. Ouais. Ok. Ouais. Et tu aurais envie de pouvoir lui dire? En fait, je sais pas à quoi ça servirait, mais ouais, non, pas aujourd'hui. J'ai plus envie parfois d'éclaircir ce sujet-là de pourquoi est-ce qu'il a été réembauché par mon oncle. Et j'aimerais aussi savoir ce que mes parents ont pensé aussi. Parce que il me semble que quand un enfant est violé, les parents peuvent aussi avoir un rôle, peut-être avec un psy, pour aider l'enfant victime à comprendre ce qui s'est passé. Et là, j'ai pas eu d'accompagnement de mes parents sur le sujet. Ouais. Je pense qu'ils savaient pas. Et en plus, c'est tellement... Voilà, c'était en 98, quoi. Donc parfois, j'ai envie d'un peu de reparler avec mes parents, mais ça provoquait quoi chez vous? Qu'est-ce que... Oui, c'est ça, c'est que donc ils ont agi en virant le gardien. Ils se sont pas inquiétés que tu continues à le voir et qu'il soit pas si loin que ça. Et ils t'ont pas donné de ressources, d'outillage. Voilà. En fait, on a arrêté d'en parler. Ouais. Donc je sais que c'est mal, ce qui s'est passé. Enfin, je savais que c'était mal. Mais tu vois, après, j'ai mélangé le fait d'être gay avec le viol. Tu vois. J'avais l'impression que parce que j'avais été violée, donc j'étais gay. Et que être gay, c'est mal. Parce que ma mère a viré le gardien quand il y a eu un acte sexuel. Et puis, enfin, elle t'avait dit aussi qu'elle voulait pas d'enfant gay, ta maman. Ah oui, aussi. Donc en fait, elle te l'a dit. Oui. Ouais. Mais en fait, d'ailleurs, j'avais l'impression que ma mère s'était dit ça. En fait, avait dit ça à ses amis parce que elle savait qu'il y avait eu le viol et qu'elle se disait possiblement mon fils sera gay. Ouais, c'est horrible. En tout cas, c'est l'histoire que je me suis racontée. T'as le droit d'être en colère. Tu t'autorises à être en colère face à ta famille, face à ton oncle, face à... Envers mon oncle, oui. Face à tes parents? Non, parce qu'ils sont pas... Je considère pas qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé. On peut pas contrôler à 100%. Enfin, je vois pas comment mes parents auraient pu en tout cas contrôler, éviter que ça se passe. Et je leur en veux pas parce que je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient. Et il y avait... Je pense qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui auraient pas réagi comme mes parents parce que je pense qu'on a beaucoup plus conscience de l'impact des viols aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, j'ai pas envie. Non, je leur en veux pas. Même pour leur méconnaissance. Je trouve qu'il y a une différence entre... je trouve les colères parfois anachroniques.
Et donc là, en gros, toi, adulte, trentenaire, tu filtres la colère du coup, et tu rationalises et tu dis un truc intelligent. Et est-ce qu'il y a est-ce que l'enfant en toi est en colère et tu vois, et une colère Oui, je suis en colère envers ces violeurs et envers ce qui s'est passé. Ouais, je suis en colère parce que j'ai l'impression d'avoir passé mon enfance à me branler, tu vois. De manière extrêmement solitaire, bon, forcément, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vécu une enfance très solitaire. En plus, c'est même pas forcément vrai, parce que j'avais quand même des cousins du même âge que moi, j'avais des amis, bon, que je voyais pas forcément, tu vois. Mais en tout cas, je ne garde que le souvenir de mon enfance. Seul à te branler. Seul à me branler, à dormir jusqu'à 5h du mat, à regarder des pornos, ouais, de manière frénétique, me branler plusieurs fois par jour, enfermer des heures aux toilettes. Et ça, les études montrent que c'est une réaction de survie habituelle, enfin possible et habituelle. Donc ta colère, c'est que ça t'a bouffé. Ça m'a bouffé, ouais. Enfin, je sais pas si ça m'a bouffé, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai passé trop de temps à me branler petit plutôt que je sais pas, de lire, Heureusement que je joue du piano et que j'ai une activité un peu, autre que me branler, quoi. Mais sinon, tu vois, j'aurais pu m'enrichir avec d'autres choses. Donc c'est aussi... Je suis peut-être pas dans un désir aujourd'hui, comme j'ai un peu je sais pas si j'ai un peu travaillé, avancé sur mon cheminement sexuel, mais aujourd'hui, ce que je retiens dans mon envie de couple ouvert, c'est pas un désir frénétique, j'ai pas envie de reproduire la branlette et cette surexcitation un peu vide de sens et vide de relations, en fait. Parce que il y a eu aussi des relations un peu avortées, pas des relations avortées, mais tu vois, un peu des bromances au collège, et même plutôt au lycée. J'ai senti que avec certains mecs, ils étaient super sympas, ils m'acceptaient comme j'étais, ils étaient mignons et tout, mais j'ai jamais pu passer à l'action et c'est plutôt ce dont j'ai envie. Voilà. Bah bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis en couple ouvert. C'est que j'ai pas eu d'adolescence comme mes potes hétéros, tu vois, les amours d'été et tout. Ils en font même, les hétéros font même des films sur les amours d'été. Moi, j'ai regardé ça, j'étais, mais je comprends pas. Enfin, donc j'ai compris parce que je suis dans un bain hétéro, donc j'ai compris comment leur vie se passe. Et moi, j'étais là, mais moi, l'été, il y a rien. Et le reste de l'année, il n'y a rien, les gars. En fait, genre l'été, il n'y a pas un truc particulier et tout. Et un peu donc je te comprends complètement. En fait, cette envie de passer de la victime qui réagit, de la réaction, où en fait, on t'écrase, que ce soit le secret, la société, le viol, ça t'écrase tes désirs, tes machins. Et puis en fait, la seule chose que tu peux faire quand on t'écrase, c'est de réagir, donc c'est de survivre. Bravo, t'as survécu. Et maintenant, il est temps de vivre, quoi. De dire, non mais c'est quoi, moi, mes billes, je les mets où C'est ça que tu veux dire ? C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Quand tu dis que ton enfant a de la colère, elle peut être canalisée comment ? Et par canaliser, j'entends dans quel canal ? C'est pas canalisé en mode C'est quoi son tremplin à cette colère ? Son canal pour qu'elle soit dans un tube et qu'elle se dissolve, je ne sais comment, mais tu vois, j'ai vraiment pas... Pour moi, alors ok, peut-être ça va aider. Pour moi, la colère, elle doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre, et qu'en fait, quand on est adulte, on a la possibilité de l'exprimer d'une façon qui est canalisée, c'est-à-dire au juste endroit, parce que sinon, chez moi, en tout cas, elle se transforme en addiction, en violence sur moi-même et tout, tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle jaillit partout. Non, je la canalise et je la vis, c'est extrêmement intense. Et donc, je te disais, confronter le premier violeur, pour certaines personnes, c'est une manière de canaliser. Toi, t'as dit non. Est-ce que toi, t'imagines ou t'as essayé, ou avec ta thérapie, de canaliser cette colère d'enfant ? Pour moi, c'est vraiment la thérapie qui permet de
de me sentir mieux avec ce que j'ai vécu. Ou en tout cas, Tu cries dans ta thérapie? Non, absolument pas. Du coup, tu rationalises et t'es intelligent. La colère, c'est primitif, ouais, tu vois. Ouais, déjà j'ai énormément de mal à me mettre en colère. Enfin, je m'énerve jamais. C'est pas la manière dont j'arrive à le sortir. Mais parfois, je peux ressentir de la colère, une forme un peu d'angoisse où je dis à ma psy, c'est injuste ce que j'ai vécu. C'est plutôt avec des mots comme ça un peu forts, bon, tu vois, que j'arrive à exprimer que je suis en colère et à essayer de la sortir. J'ai essayé par la musique, en jouant du piano, mais c'est pas du tout un canal. Je pensais qu'à un moment donné que l'art, ça allait pouvoir m'aider à exprimer des choses. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ma dépression, pour moi, le T0, ça a commencé au moment où j'ai joué du piano en me disant, il y a un truc qui va pas, je suis angoissé, je sais pas pourquoi, je vais essayer de l'exprimer par la musique. Et là, c'était très sombre. Et là, je me suis dit, de manière totalement irrationnelle, mon cerveau m'envoie un esprit, c'est sombre, putain, je vais me suicider, quoi. J'avais l'impression que c'était allé trop loin, trop vite. Et là, il y a eu le démarrage de la crise d'angoisse et plein de... Donc, en fait, la musique, c'est pas du tout un canal que j'ai réussi à ça a activé. Ça a réactivé des angoisses, quoi. Les angoisses qui étaient du coup messagères d'un déséquilibre et de choses qui avaient besoin de sortir. Oui. Je sais pas si je l'avais dit lors du pré-entretien. La première pensée que j'ai eue pendant ma crise d'angoisse, c'est je vais devenir fou. Je suis en train de devenir fou. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, je vais être pédophile. Et j'ai vu l'image de mes nièces. Et c'est ça, vraiment, le T0. Mais en fait, il est hyper précis. C'est la peur d'être pédophile, quoi. Et encore aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à faire face à cette peur. Je n'ai jamais eu de désir pédophile, hein, mais tu vois, quand je suis avec, par exemple, mes nièces, j'ai énormément de mal à être seule avec elles dans la chambre, dans leur chambre. Parce que j'ai tellement... Enfin, c'est comme si j'avais peur qu'on m'accuse d'un truc qui ne s'est pas passé. Ça n'a aucun sens. Et du coup, au lieu de ça, j'ai l'impression de surcompenser en étant hyper gentil avec elle et être sûr qu'elle m'aime. Ouais, ça me parle complètement. Tu sais, c'est un peu quand tu portes un bébé et il y a ton cerveau qui t'envoie des pensées intrusives en mode, et si tu le lâches? Et t'es là, mais non, je vais pas le lâcher en fait. Mais moi j'ai déjà eu ça, je sais pas si c'est déjà totalement pensée intrusive. Moi j'avais ça. On n'a pas le même parcours, on n'a pas le même chemin, et pourtant j'avais la peur d'être pédophile aussi, alors que j'ai zéro désir pédophile. Et bon, c'est du Guillaume tout craché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confronté, et donc je voulais partir avec mes neveux et nièces séparément en voyage. En mode genre vas-y, moi j'ai envie d'avoir des cool relations, et du coup j'ai ressenti le besoin de dire à mon frère et ma belle-sœur, parce que j'allais partir avec ma nièce, est-ce que vous êtes inquiets? J'ai envie qu'on en parle. J'ai peur que vous pensiez que... Parce qu'en fait, je leur disais, est-ce que je prends 2 chambres séparées? Et ça, non. Enfin, non. J'étais là, oui, mais je trouve que des lits doubles. Et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est, ah putain, elle bouge, c'est l'horreur et tout, tu vas pas dormir de la nuit. Et j'ai eu besoin, tu vois, et donc il y a plein de choses dans ma tête, mais en tout cas plein de couches qui venaient, qui étaient être un homme hors orientation sexuelle avec une petite fille dans la même chambre, et quand même un peu ce truc de moi j'ai grandi avec homosexuel égale maladie égale pédophile, pédophile, etc. quoi. Ouais. Et ils étaient des petits choux, mais je l'ai déjà raconté sur le podcast. Ouais, ça te dit quelque chose, ouais. Mais ils étaient choux parce qu'ils étaient... moi, ce qui a été très touchant pour moi, c'est qu'ils étaient très sérieux. Ils se sont connectés avec moi. Ils m'ont rassuré, mais tu sais, parfois, quand t'amènes des trucs où moi, j'avais l'impression qu'ils vont rire un peu en mode genre, mais de quoi tu parles? Vas-y, passe-moi le sel et on arrête d'en parler. Et là, on a pu créer un moment où ils étaient sérieux. J'ai réussi à te dire, et ils ont écouté en disant, ok, on t'écoute. Non,
Et depuis, il y a plus. Et depuis, en fait, j'arrive à faire des câlins à mes neveux et nièces. Ça a disparu, mes pensées intrusives, de me dire, et si j'étais pédophile, elles n'ont plus jamais eu lieu. Bravo. Non. Je me verrais pas du tout en parler à. Ah là là, en plus, je trouve que les pensées intrusives, c'est le pire truc parce que t'as des trucs tellement horribles. Enfin, moi, j'ai eu des trucs tellement horribles qui me sont passés par la tête comme ça. Ça ne te définit pas, ça ne te correspond pas. J'en suis totalement consciente, mais j'ai l'impression que, tu sais, d'en parler aux autres, c'est un peu comme leur dire peut-être que je suis fou. Peut-être, tu vois, comme si. Enfin, ce qui est totalement irrationnel. Je sais que la pensée intrusive ne me définit pas, mais j'ai dû me battre pendant des mois de thérapie pour me dire ces pensées intrusives ne me définissent pas, et ça ne veut pas dire que à un moment donné j'ai une entrée. Et d'ailleurs, j'ai eu cette idée, cette pulsion. Comment est-ce qu'on dit déjà ? C'est phobie d'impulsion, voilà, c'est ça le terme. Qu'il y a un petit truc en moi qui me dit que je vais peut-être le faire, quoi, tu vois. Et lâcher le bébé alors que tu portes un bébé. Voilà. Je suis sûr que, alors c'est pas scientifique, l'intégralité des mères, donc tu vois, des personnes qui ont porté un enfant dans leur corps, le moment où il sort, c'est vraiment tout bête, se sont dit, putain, je vais le lâcher. Et si je le lâchais ? Ou bien devant le métro et tout, moi je me suis déjà demandé, et si je sautais ? J'étais là, et j'étais pas suicidaire. Mais pourquoi on est en train de penser à ça ? Mais j'ai cru que j'avais des pensées suicidaires parce que j'avais ces pensées intrusives, en fait. Mais bon, bref. Psychologie de comptoir, c'est Guillaume, je suis pas thérapeute et tout. Pour moi, tout ce qui n'est pas canalisé jaillit d'une façon inaudible. Donc, canaliser, ça veut dire... Tu t'es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Parce que je trouve qu'il y a un sous-entendu en français où canaliser, ça peut... Tu sais, quand on te dit canalise-toi, on exige que tu t'arrêtes. C'est pas ça que je veux dire. C'est mettre dans le bon canal pour moi, pour que ça puisse circuler, quoi. Et donc, tant que j'ai des pensées intrusives, c'est que j'ai pas encore trouvé le bon canal pour, quoi. Et que... moi, la raison pour laquelle on fait ce podcast là, toi et moi, c'est que je crois que le moment où je peux dire, écoutez, j'ai été violée, je suis plein d'autres choses, mais moi il s'est passé ça et ça, et en fait ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus. Et donc un peu comme, je sais pas, il a plu et je suis mouillé, je suis mouillé et donc j'ai aucune honte à porter, je te décris que je suis mouillé, il a plu, qu'est-ce que tu veux que oui, qu'est-ce que tu veux que Et quelque part, je décale la responsabilité un peu ailleurs que uniquement sur c'est ma faute. J'en fais un sujet, et donc, coucou les parents, vous vous êtes dit quoi en fait quand le gardien il était à X mètres de moi, enfin, et puis j'ai un peu du mal à comprendre. Après moi j'ai un rapport avec mes parents très particulier et parfois ils doivent se demander mais qu'est-ce qu'on a fait pour se taper un Guillaume comme ça et tout, et je te dis pas que je te le conseille. Moi je suis désolé, fallait pas faire d'enfant si tu veux pas avoir la responsabilité d'avoir un enfant. Et donc le moment où je te demande des comptes, ou en tout cas je te pose des questions, si tu te mets à pleurer, c'est un peu comme quand on me demande des comptes sur mon podcast ou si, tu vois, si j'emmène ma nièce à un voyage et qu'il se passe un truc, je suis l'adulte et on a le droit de me demander des comptes, quoi. Enfin, tu sais ce que je veux dire, c'est ma responsabilité. Ah non, mais ça me met inconfortable. Pars pas avec ta nièce en vacances et puis t'as pas de responsabilité, quoi. Donc moi, je sais que j'ai dû me battre avec moi-même pour que si mes parents se mettent à pleurer, je suis là, les gars, j'étais dans un lycée catho, homosexuel, j'ai fait une dépression, je suis allé à l'hôpital, tu t'es jamais posé de questions. Et donc, tu te mets à pleurer, je suis désolé que tu pleures et je suis triste avec toi, et je les engueulais pas. Là, j'ai l'air ultra agressif et tout. Et même, j'aurais le droit d'être en colère, en fait. Ça a été vachement libérateur pendant le Covid pour moi. Je me suis mis en colère. Ouais, je vois très bien passer j'ai l'impression de passer de victime gay. Enfin, le fait d'être gay, c'est être un peu une victime à... en fait, je suis totalement responsable de qui je suis. Enfin,
j'ai pas besoin de rendre des comptes à mes parents du fait que je suis gay et à demander leur approbation. C'est pas évident hein, d'en arriver là. Je me suis toujours considéré comme un peu un peu inférieur, quoi. Mais tu l'es. Tu Non. vois ce que j'essaie de dire? Non. Bah, la société nous le dit qu'on l'est. Ah oui, Nous dit oui. qu'on l'est. Oui. On rentre pas dans les codes. En tout cas, je reprends, je raconte mon histoire pour, tu rebondis, mais juste pour pas écraser la tienne. Mais à mon avis, on a la même histoire. Moi, mes parents, ils savaient pas ce que c'était un homosexuel. Je grandis et je me développe complètement hors de l'intégralité des cases ou de grandes cases primordiales pour eux. Et, et leurs cases à eux, je ne les reproduis pas. Donc le moment où je suis en couple ouvert ou en polyamour et que du coup, si tu veux m'inviter à Noël, faut qu'on ait une conversation sur le polyamour parce que je vais venir avec 2 autres personnes. En fait, je suis... on me dit que je suis inférieur. Mes parents ne me le disent pas. Et moi, je te le bien dis sûr. pas. T'es pas du... Mais c'est normal que notre cerveau nous dise ça. Ce ressenti-là, tu vois. Ouais. C'est normal. T'es d'accord? Oui. Non, je suis totalement d'accord. C'est pas normal d'être en polyamour, ou c'est quand même pas tout à fait normal d'être homosexuel. Il y a quand même des trucs que tu dois continuer à ressentir. Ouais. Mais même dans l'entourage, il y a des personnes de la même génération. J'ai un pote qui m'a dit récemment... Bon, je digresse un peu, mais j'ai envie de revoir tel mec. Et du coup, t'es en polyamour? Je dis ben non. Enfin, je sais pas, je crois pas. Et du coup, pourquoi tu le fais? Pour ton couple? Je dis ben je le fais pas pour mon couple, je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir de revoir ce mec. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour l'ego. Tu sais, c'est genre des mots, je trouve, qui sont extrêmement jugeants. Je dis, mais Et tu lui as dit? je lui ai pas dit que c'était jugeant, mais en tout cas, j'étais hyper ferme sur bah non, ça me fait plaisir, quoi. Donc, ouais. Moi, j'ai trop envie que tu les défonces tous. Non, mais du coup, je vais dans le biais parce que c'est vraiment ça que moi, je décide de faire et tout. Et tu choisiras bien ton chemin. Tu ne diverges, pardon du jeu de mots, t'as dit quoi? Je digresse. Tu ne digresses pas du tout. T'es en train de dire, je me connecte à mes désirs et je me rends compte que le monde autour de moi n'est pas safe. En fait, moi, et donc Guillaume, mais ne fais pas ça parce que c'est pas très bien ou je sais pas quoi, mais moi, les gens avec lesquels je me sens pas safe, je suis obligé de les confronter ou d'arrêter la relation avec eux. Ouais. Quand je te demande qu'est-ce que t'as fait, c'est que ben non, mais c'est inadmissible. Enfin, genre moi, j'aurais envie de lui dire, mais en fait, gars, pourquoi tu me poses ces questions comme ça? En tout cas, il a le droit de les poser, mais moi, j'ai besoin de dire, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas en sécurité. Je sens pas que là, on peut avoir une conversation sur le polyamour, à part me sentir jugé. Et là, on voit ce qu'il fait. Peut-être que le pote en face, il dit, attends, excuse-moi. Oui. Les gens ne font que parler d'eux-mêmes. Lui, bien sûr. a un rapport à la jalousie qui fait qu'il réagit ainsi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense effectivement. Enfin, parfois, j'ai l'impression de voir les visages un peu se fermer. D'un coup, et je me dis ça me met extrêmement mal à l'aise les gens qui sont en face de moi, en tout cas la personne avec qui je parle et du sujet du couple ouvert ou autre, ça ferme le visage. Et donc oui, je pense que cet ami-là était peut-être soit inconfortable, soit peut-être qu'il était aussi maladroit dans ses propos. C'est pour ça que c'est particulièrement compliqué de confronter, de créer un espace safe pour moi. Parce que mon cerveau me dit, mais je vais me retrouver tout seul. Parce qu'en fait, si jamais tu considères que aujourd'hui tu parles de viol à un micro public, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui pense qu'en prenant possession d'un discours, tu vas toi pouvoir t'en libérer et en parler quand tu voudras, mais en tout cas pas en parler, c'est pas ça qui va définir ta vie, tu vois. Ça veut dire que de tes parents à ton frère, ton copain et tous les gens autour de toi, pour être en sécurité, il me faut un entourage en capacité de mettre des mots, de canaliser et d'épuiser la détresse, l'horreur d'un viol. Et que si la personne n'est pas en capacité de naviguer cette conversation, se refuse à un peu de mon histoire, c'est que je ne peux pas être tout à fait moi, parce que en fait,
soit elle-même a été violée. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas être... ça veut dire qu'il y a quand même un lien qui se délite. Mhm. Et tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est effrayant, parce que du coup... Ouais, je suis pas sûr d'avoir besoin de tout dire, en tout cas. Envers, je sais pas, mes parents ou autres. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu de leur responsabilité, de m'informer. Mais je suis vraiment pas convaincu d'avoir besoin de parler de polyamour à mes parents pour me sentir entier ou avoir une liaison qui reste forte avec eux. En tout cas, moi, c'est pas mon désir, parce que je vais au Maroc 2 semaines par an. Je trouve pas que ça c'est déjà délité. C'est pas ton cercle proche. C'est pas mon cercle proche. J'ai pas l'impression de leur cacher quelque chose. Okay. Et d'autant plus que j'ai un copain avec qui je suis heureux d'aller au Maroc. Bon, peut-être que demain, si je suis en polyamour ou en trouble ou je ne sais quoi, la question se posera peut-être, parce que bon, faudra... Sur tes parents, c'est plus le côté les confronter sur l'oncle et sur tous les trucs que tu veux. Oui, bien sûr. Et après, c'est les potes, le polyamour. Moi, je mélangeais pas les deux, tu vois. Mais à chaque fois, c'est le même sujet de créer un entourage où t'avales plus la toxicité. Ouais. Tu l'as... Ouais, tout à fait. Et possiblement, du coup, tu coupes des ponts. Ouais. Mais ça se travaille, parce que justement, ce que je te disais au tout début du premier épisode, j'ai besoin de sentir la légitimité. Et moi, je me sens... Enfin, quelqu'un qui me dit c'est l'ego, mais c'est pour l'ego. Il y a 2 ans, j'aurais dit ah ouais, tu crois? Ou tu vois, j'aurais pris le truc comme une vérité, parce que c'était tellement pas stable dans ma tête, pas clair. Ouais. Que oui, c'est l'ego. Enfin, tu me proposes une réponse, je la prends direct, parce que t'as plus raison que moi, parce que moi, ce que je fais, c'est de la merde, tu vois. Ouais, ok, ouais. Alors que là, ça t'a fait quoi quand il t'a dit c'est l'ego? J'étais hyper sûr de moi en disant, non, ça c'est... Alors, déjà, pour moi, c'est pas l'ego, parce que l'ego, c'est un peu une notion pour moi, genre... je pense pas que ça soit uniquement pour me valoriser et booster mon estime de moi. Je crois pas du tout. Et donc je dis non, c'est pas l'ego, c'est juste que ça me fait plaisir, quoi. Et ça me fait du bien de rencontrer d'autres personnes. Et pour moi, ce qui est le plus important, parce que en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est pour mon ego que je suis en couple ouvert. Donc je suis plutôt d'accord avec ton pote. On s'en tape. C'est pas Pour moi, c'est moins le fond que de te sentir en sécurité. Parce qu'après, les gens, moi, j'ai envie qu'ils puissent me dire ce qu'ils veulent. Et puis et j'ai envie de sentir que quand ils disent mais c'est peut-être pour ton ego, que c'est un pote à qui je me sens en confiance, quoi. Que c'est plus ça dont moi je parlais. C'était pas tellement genre putain, faut que les gens autour, un cercle de sécurité, c'est des gens qui sont parfaits, qui disent tout toujours très bien, tu vois. Mais il y a plusieurs manières de dire les choses. C'est ça, et c'est le sous-entendu un peu piquant qui est là. Putain, je suis dans le grand bain en train d'apprendre à nager, et le gars il me balance une bouée sur la tête et tout, ça me fout pas une mandale, quoi. Je galère déjà. Mais souvent, en fait, créer le cercle de sécurité nécessite un coming out, un parler. C'est seulement quand j'ai dit à mes potes ah là putain, tu poses direct la question de l'ego et tout, en vrai je me sens tellement vulnérable dans cette démarche que genre moi ça me va si on en parle, mais j'ai besoin que tu prennes soin de moi. C'est là où en fait tu vois ton cercle de sécurité, parce que j'imagine qu'il y a plein de tes potes qui vont faire ah ben bien sûr, enfin ah non excuse-moi, je voulais pas le formuler comme ça. Mais il faut que nous on soit quand même, tu vois, dans une approche qu'on parle, quoi, qu'on dise quand on n'est pas content de la manière dont on dit les choses, et que ça soit un peu plus mieux amené, quoi. Enfin, on peut discuter, enfin moi j'adore discuter avec mes amis, juste bon, cet ami-là je l'aime beaucoup par ailleurs, je pense qu'il a été maladroit, mais enfin ah ouais, donc tu fais ça pour l'ego, tu sais, avec un ton un peu comme ça, tu sens qu'il y a un jugement derrière, mais bon, en fait c'est clarifier, c'est en fait prendre une décision sur mon cheminement et expliciter ce qui est en train de se passer, tu vois, donc avec ce pote ou tu vois avec moi, mes parents, de dire je suis désolé de te voir triste, mais c'est pas gratuit là ce que j'essaye de faire, j'essaye pas de te faire du mal, et en fait j'ai besoin moi de nettoyer ce passé pour avancer dans le futur.
Et donc, la raison pour laquelle là, je te parle, c'est parce que c'est important pour moi. Tu vois. Ouais. Et c'est ça que je voulais dire, quoi. Ouais. On passe à la partie 3, Très bien, si ça te va. ça me va. À moins que tu voulais urgemment rajouter une petite... Enfin, terminer Une petite une bafouille. Non, ça va. J'ai dit beaucoup de choses. Tu as de quoi te dire une troisième... T'es pas obligé, hein, on n'est pas obligé de faire une troisième partie. T'as envie? Ouais, je pense. Enfin, ouais, je pense qu'il y a de la matière encore. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.